Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'enquête sur le meurtre de la petite Louise, tuée dans un bois de Longjumeau en Essonne, progresse vite. Ce soir, 18h, le procureur de la République livrera ses derniers éléments concernant le principal suspect, Owen L. Sa garde à vue a été prolongée de 24 heures, de même que celle de ses parents et de sa petite amie soupçonnée de non-dénonciation de crime. Bonjour Guillaume Dominguez. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous suivez cette enquête depuis le week-end dernier pour Europe 1. Vous avez rencontré les habitants d'Épinay-sur-Orge, échangé avec les enquêteurs. Et à l'heure où on se parle, toujours pas d'aveu, mais de sérieux indices contre ce jeune homme, Guillaume. Oui, il y a 3 principaux éléments à charge. D'abord, l'ADN. Celle du jeune homme a été retrouvée sous les ongles de la victime. Pour les médecins légistes, c'est caractéristique des traces de lutte, ce qui expliquerait les marques de griffures relevées sur les mains du suspect. Ensuite, Owen L. a été identifié par 2 personnes sur des caméras de vidéoprotection. Un voisin, mais surtout la petite sœur du suspect qui dit avoir reconnu sa doudoune et sa casquette. Pour finir, il y a des incohérences dans ses déclarations et celles de sa famille en garde à vue. Ses parents et sa petite amie auraient feint de ne pas le reconnaître sur les images de vidéosurveillance et sa mère aurait déclaré que son fils n'avait pas quitté la maison de la journée. Or, plusieurs éléments de l'enquête tendent à prouver le contraire. Alors le gros point d'interrogation dans cette affaire aussi, Guillaume, c'est le mobile. Il pourrait s'agir d'un acte de violence aveugle. C'est l'hypothèse la plus sérieuse à ce stade. Owen L. s'en serait pris à Louise gratuitement dans un excès de rage après une défaite sur un jeu en ligne, selon une source proche du dossier. Le jeune homme, connu des services de police pour vol avec violence, est décrit comme instable, perturbé et très violent. Mais l'hypothèse ne repose que sur des témoignages, donc il faut rester à ce stade extrêmement prudent. La clé de l'enquête repose à présent sur les aveux du principal suspect. Et après plus de 24 heures passées en garde à vue, les enquêteurs misent sur la durée pour obtenir des résultats. Selon Alain Bauer, il est professeur en criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. C'est une méthode canadienne, mais appliquée beaucoup par la gendarmerie et désormais qui se répand un peu partout, qui vise à accompagner l'aveu comme un soulagement et pas comme une incrimination. Ça va vous faire du bien de nous dire la vérité, racontez-nous. Et donc c'est une sorte d'accompagnement vers l'aveu plutôt que de pousser brutalement vers l'aveu. Dans cette affaire, au vu des éléments de l'enquête et des résultats d'autopsie, les pistes d'un crime sexuel ou crapuleux ont été écartées par les enquêteurs. Merci Guillaume Dominguez. À Épinay-sur-Orge, l'identification du suspect, son arrestation, en tout cas soulage une partie des habitants. En revanche, la colère ne retombe pas. Ras-le-bol de ces faits de violence qui endeuillent la France. Écoutez, cette mère de famille qui s'insurge contre l'ensauvagement de la société. J'en ai marre de cette vie qu'on a en ce moment, de tous ces drames qui arrivent. Les gens deviennent sauvages. Et pourquoi qu'est-ce qu'on a fait à cette petite? Pourquoi? Et puis Elias, pourquoi pour son portable? Il y a un moment donné où ça suffit, qu'on n'est plus tranquille, on n'est plus libre de ses mouvements, on n'est plus... Donc voilà, moi j'en appelle à nos politiques, à la justice française. À un moment donné, il va falloir faire quelque chose parce qu'on n'en peut plus, quoi. L'éducation, peut-être aussi, il y a un problème d'éducation, très certainement. Donc à un moment donné, il va falloir que les parents se rendent responsables aussi de leurs propres enfants. Et je suis touchée par tout ça et comme j'ai envie de dire, comme beaucoup, plus jamais, quoi. Mais si on pouvait m'entendre. Et on l'a entendu ce matin sur Europe 1, propos recueillis par Alexis de la Fléchère. Et alors justement, une proposition de loi pour restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants va être examinée dès aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Un texte porté par l'ancien Premier ministre Gabriel Attal qui se veut une réponse aux violences urbaines de l'été 2023 après la mort de Naël à Nanterre. Comparution immédiate, sanction des parents, dérogation à l'excuse de minorité. Voilà des mesures soutenues par le bloc central, mais d'ores et déjà critiquées par la gauche qui dénonce un texte, je cite, directement inspiré par les idées de l'extrême droite. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05. C'est le nouvel allié à l'international d'Emmanuel Macron. Narendra Modi, le Premier ministre indien, accompagne le chef de l'État à Marseille aujourd'hui. Oui, après avoir co-présidé le sommet international sur l'intelligence artificielle à Paris, ils se sont envolés hier soir vers les Bouches-du-Rhône à bord de l'Airbus présidentiel. Aujourd'hui, opération communication dans la cité phocéenne avec un programme chargé, Arthur Delaborde. C'est la 5e fois qu'Emmanuel Macron accueille Narendra Modi en France et le président a choisi d'emmener le Premier ministre indien dans la ville qu'il présente comme celle de son cœur. À Marseille, les 2 hommes qui aiment mettre en scène leur complicité auront l'occasion ce matin de multiplier les accolades et les longues poignées de main. Le programme millimétré a été ajusté jusqu'au dernier moment. Emmanuel Macron et Narendra Modi sont d'abord attendus au cimetière militaire de Mazargues pour rendre hommage aux soldats indiens morts en France pendant la Première Guerre mondiale. Ils inaugureront ensuite avenue du
Prado, le nouveau consulat général d'Inde. Puis dans la tour de l'armateur CMA-CGM, les deux dirigeants évoqueront l'ouverture d'une nouvelle route commerciale qui partirait de Marseille pour rejoindre l'Inde via le canal de Panama. Ils s'envoleront enfin en hélicoptère direction Cadarache pour visiter le chantier du réacteur expérimental international de fusion nucléaire ITER. Ils en profiteront pour annoncer un renforcement de la coopération dans le nucléaire civil. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Au Proche-Orient, Israël se prépare après l'ultimatum de Donald Trump aux terroristes du Hamas. Les islamistes menacent de reporter la prochaine libération d'otages prévue par l'accord de cessez-le-feu. Coup de pression hier du président américain. En ce qui me concerne, si tous les otages ne sont pas ramenés d'ici samedi à midi, je pense que c'est une date convenable. Je dirais annulez-le et rien ne va plus, qu'un véritable enfer se déchaîne. Je dirais qu'ils doivent être rendus à midi samedi. S'ils ne sont pas tous rendus, pas au compte-gouttes, pas 2 et 1 et 3 et 4 et 2. Samedi à midi. Et après ça, je dirais que l'enfer va se déchaîner. Donald Trump qui réclame la libération des 73 otages restants d'un seul coup. Frédéric Simon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Hier, Benyamin Netanyahou a enfoncé le clou et menacé de reprendre les combats intenses à Gaza si les exigences américaines n'étaient pas respectées. L'armée israélienne est en effet prête à toutes les éventualités. Elle est déployée en effectif renforcé le long de la bande de Gaza et dans ceux des secteurs du territoire qu'elle n'a pas encore évacués. Des unités de réserve ont été rappelées pour la première fois depuis des mois. De quoi donner toute la crédibilité nécessaire à l'ultimatum posé hier par le gouvernement israélien au Hamas, libération des otages d'ici samedi à la mi-journée ou reprise des combats. Cela dit, les communiqués qui se sont succédés après la réunion du cabinet restreint en charge des questions sécuritaires et diplomatiques peuvent être interprétés de différentes manières, essentiellement concernant le nombre d'otages dont Israël exige la libération. Les premières formulations laissaient entendre qu'il s'agissait des 3 libérations prévues par l'accord pour ce samedi, mais plus tard dans la soirée, un responsable haut placé précisait que la décision du cabinet restreint s'aligner sur les déclarations de Donald Trump, à savoir l'exigence d'une libération de tous les otages. Le Hamas affirme quant à lui qu'il respectera les termes de l'accord. Si Israël en fait de même, le groupe terroriste accuse l'État hébreu de plusieurs violations du cessez-le-feu. Frédéric Simon en Israël pour Europe 1. Et puis c'est une valeur refuge, un métal des plus précieux, sinon le plus précieux, l'or, s'expose au musée du Quai Branly, Jacques Chirac à Paris. Une exposition au titre poétique et évocateur. Au fil de l'or, l'art de se vêtir de l'Orient au soleil levant. Elle a ouvert ses portes hier et jusqu'au 6 juillet. On y découvre l'histoire millénaire de l'or dans les arts textiles, Sébastien Bordenave. 7000 ans que l'or fascine l'homme, un métal précieux qui vient du ciel. Formé de la collision d'étoiles, il devient vite dans l'inconscient humain un fragment de Dieu. Comme pour en voler le pouvoir, l'humanité veut faire corps avec l'or. Des bractées, ces minces feuilles d'or qui accompagnaient les défunts au sud de l'Azerbaïdjan au 5e millénaire avant notre ère, jusqu'en Égypte antique où les pharaons pensaient que la chair des dieux était en or et les os en argent. Sont présentées aussi des robes de Galliano, de Lagerfeld, mais surtout une quinzaine d'œuvres de Guo Pei, la célèbre créatrice chinoise connue pour avoir conçu une robe jaune poussin de 25 kilos pour Rihanna. Je lui ai demandé l'importance de l'or dans son travail. Pour moi, l'or représente une véritable force, un véritable pouvoir, celui de l'amour. Et moi-même étant une humble représentante de notre humanité, j'essaye d'ancrer une certaine forme d'histoire du passé pour la projeter dans l'avenir. La quête et la fascination de l'or, on a enfin trouvé ce qui unissait l'humanité de tout temps et en tout lieu. Sébastien Bordenave. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant sur Europe 1, Thibaut de Montbrial est l'invité de Sonia Mabrouk.